Avec la sécheresse de cet été, on n'a jamais autant entendu parler d'eau et d'eau usée dans les médias. Il y a de nombreux reportages sur les restrictions d'eau et leur impact pour la population qui ont été diffusés. Il y a plusieurs alternatives qui ont été citées pour y faire face, et notamment le fait d'avoir recours aux eaux usées traitées. Donc c'est bien l'objectif de cette discussion et de cette présentation de VisioChat aujourd'hui. On va effectivement, je voudrais aujourd'hui vous parler de voir finalement la réutilisation. Est-ce qu'on peut les réutiliser, ces eaux usées traitées? Pardon, il manque une petite faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir pendant ce visio chat? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? C'est quoi l'intérêt d'avoir recours à ces eaux usées traitées? Et enfin, de vous donner quelques exemples. Donc, on va effectivement, par rapport aux remarques que vous avez pu faire dans vos introductions, essayer de regarder l'intérêt pour quels usages. Donc ça, c'est ce que j'ai noté pour le BTS en Alsace. Je vais notamment donner aussi quelques exemples sur la réutilisation des eaux usées traitées en Espagne, qui est assez développée sur cette partie de la Méditerranée, dans le sud de l'Europe. Et je vais également parler de réseau, sans forcément rentrer dans les dimensions très techniques de ce qu'est la réutilisation des eaux usées traitées, mais plutôt un panorama autour de ces deux questions principales, et puis d'essayer de l'illustrer avec plusieurs exemples. Alors aujourd'hui, moi je suis consultant en ingénierie de la concertation et de la gouvernance territoriale de l'eau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est de réussir à mettre. Donc je suis pas technicien du tout, je suis plutôt, je suis docteur en sciences sociales, en sciences de l'information et de la communication, pour voir comment est-ce qu'on met différents acteurs autour d'une table pour décider ensemble de la gestion de l'eau. Et mon travail actuellement en tant que consultant, il est aussi bien sur de l'organisation à des petites échelles, comment travailler avec différents agriculteurs sur des périmètres irrigués, sur le partage de ressources, sur l'élaboration de règles communes de partage de ces ressources, ou à l'échelle de bassins versants, notamment avec plusieurs projets là sur des partages plutôt entre usagers, voire même des bassins versants transfrontaliers, donc qui sont partagés entre plusieurs pays, où j'ai un projet en cours autour du lac Tanganyika, qui est situé en Afrique, entre le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la RDC. Et avec une photo en dessous de la porte de Paris à Tunis, parce que j'habite actuellement Tunis, c'est la 3e année que je suis à Tunis, et c'est là où je suis aujourd'hui. Mon parcours, j'ai commencé par un IUT GEA à Valenciennes, avant de rentrer en école de commerce à l'ESC Lille, qui s'appelle désormais Schema, entre 2004 avec une formation en dernière année en gestion de projet. Et suite à cette formation-là, je ne me voyais pas forcément poursuivre dans le monde du commerce et de la gestion, et on a lancé avec mon épouse un projet qui s'appelait Entre deux eaux, qui nous a permis de faire un tour du monde pendant 18 mois, de 2008 à 2010, autour des enjeux des eaux transfrontalières, justement, ces eaux qui sont partagées par plusieurs pays. L'idée, c'était de dire qu'il n'y a pas que des conflits autour de l'eau, il y a aussi des coopérations. Ces coopérations, elles prennent la forme de projets. Ça nous permettait aussi de faire le lien avec nos études. Comment ces projets autour de l'eau sont gérés, quelles sont les bonnes pratiques entre le partage des eaux sur le fleuve Jourdain, par exemple, entre la Palestine, entre le Mékong, entre le Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Laos. Donc tout ça nous permet tout ça pendant 2 ans. Suite à ça, j'ai créé une activité de conseil qui s'appelait Oxio Water, et notamment une des conclusions de l'étude, de notre étude autour du monde, c'était que finalement la pérennité de ces projets, y compris de ces gros projets transfrontaliers, dépendait aussi de l'implication des acteurs locaux, des communautés locales, pour pouvoir faire perdurer les activités. Et parmi ces acteurs locaux, des activités sur lesquelles j'ai continué à travailler, c'était les activités jeunesse, et notamment là une photo qui a été prise en Corée du Sud, où j'ai animé pendant 5 ans le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, qui est un réseau de jeunes à l'international qui se réunit tous les 3 ans pour essayer d'accompagner, déjà de faire reconnaître les jeunes comme étant acteurs dans le domaine de l'eau, d'essayer de les structurer et puis de faciliter un réseau. Donc je vous invite à aller voir ce réseau du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, qui est toujours actif, et auquel j'ai eu la chance de contribuer pendant ces activités de conseil, qui était une activité parmi d'autres.
Suite à ça, j'ai, décidé d'arrêter l'activité de conseil pour faire une thèse, et de faire une thèse sur la réutilisation des eaux usées traitées, qui était une thèse CIFRE. Donc CIFRE, ça veut dire avec une entreprise. Donc j'étais salarié d'une entreprise et je travaillais, en collaboration avec 2 laboratoires de recherche. Un laboratoire qui s'appelle GEO, qui était à IRSTEA, IRSTEA qui est maintenant, suite à la fusion de l'INRA, est devenu INRAE, et un laboratoire d'Aix-Marseille Université, IMSIC, qui est Institut méditerranéen en sciences de l'information et de la communication. Et sur la réutilisation des eaux usées traitées, moi, je me suis concentré plus spécifiquement sur les enjeux d'acceptabilité sociale. Est-ce que aujourd'hui, c'est une pratique qui est effectivement dont on parle de plus en plus, comme je l'ai dit en introduction. Est-ce que pour autant, les gens seraient prêts à consommer des produits qui seraient irrigués avec ces eaux usées traitées? Est-ce que les agriculteurs seraient prêts à modifier l'origine des eaux et commencer à utiliser ces eaux qui sortent de stations d'épuration? Et de l'aborder l'acceptabilité sociale plutôt sous l'aspect de finalement comment est-ce qu'on met en dialogue cette pratique, comment on implique les différents acteurs et si on les implique, qu'est-ce que ça va modifier sur leur perception de la ressource et de la perception de cette alternative spécifique de réutilisation des eaux usées traitées. Thèse que j'ai soutenue en 2021 et j'ai repris une activité de conseil de consultant indépendant, comme je vous l'ai dit en introduction, depuis Tunis maintenant. Voilà un petit peu pour mon parcours. Et de vous proposer maintenant de rentrer dans le cœur du sujet du jour sur la réutilisation des eaux usées traitées. Qu'est-ce que c'est? Je serais déjà curieux de savoir si, difficile d'être interactif à distance, mais si vous pouvez peut-être lever la main pour me dire si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler de réutilisation des eaux usées traitées avant ce visio chat. Si oui, n'hésitez pas à lever la main. Je vois une main levée à Montpellier. C'est assez calme dans les autres lycées. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Non, l'ensemble du lycée en Perpignan lève la main également. Donc, ravi que vous ayez déjà une petite idée. Je vais revenir sur des choses que vous devez très, très certainement connaître, notamment ce schéma-là. J'imagine que vu les parcours et les profils des participants aujourd'hui, donc on parle de grand cycle de l'eau, avec un cycle qui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des choses que vous devez, j'imagine, connaître par cœur, le fait que finalement, on a une quantité d'eau qui est stable sur Terre et qui, avec la chance d'avoir un cycle qui permet, via l'évaporation, des précipitations, d'avoir une eau qui se renouvelle constamment sur Terre. Il y a un autre cycle qui est peut-être un peu moins connu. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. N'hésitez pas à lever la main, juste pour voir un petit peu ce que vous avez. Oui, je vois qu'effectivement en Alsace, ça suit aussi. Celui-ci, c'est le petit cycle de l'eau. Et quand on regarde finalement ce petit cycle de l'eau, on ne peut pas vraiment parler de cycle où on va venir prendre de l'eau à un endroit, soit dans les nappes souterraines, soit dans les rivières. On va venir la traiter pour pouvoir l'apporter à différents usages. Suite à ces usages, on va avoir une eau usée qui va être à nouveau collectée, transportée jusqu'à la station d'épuration. Et puis, suite à cette station d'épuration, on a un rejet là, au niveau du set qui repart dans l'eau. Donc, on se rend compte qu'on parle de petit cycle de l'eau, mais finalement, on est sur un cycle qui n'est pas fermé. Qu'est-ce que c'est que la réutilisation des eaux usées traitées? L'idée derrière, c'est justement de venir fermer ce cycle. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un rejet dans la rivière, c'est de plutôt réutiliser les eaux de stations d'épuration directement au niveau du prélèvement et des usages pour que cette eau usée traitée puisse resservir à un autre usage et ainsi fermer cette boucle de petit cycle de l'eau. On parle généralement dans les acronymes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de REUT ou de reuse. REUT pour réutilisation des eaux usées traitées, reuse qui est plutôt le terme anglais. Donc, grosso modo, ça consiste à récupérer des eaux usées de différentes origines. Donc là, dans les schémas que j'ai pris, c'est plutôt d'origine domestique. De les traiter pour éliminer les impuretés et dans la perspective de les utiliser et de les employer à nouveau, et cela pour d'autres usages.
Donc aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a une eau qui va d'une ville qui va venir rejeter ses eaux usées, qui va venir rejeter ces eaux usées, qui va venir les traiter pour les rejeter dans une rivière. Et puis en fait, une autre ville un peu plus en aval va venir utiliser ces eaux-là, les traiter et à nouveau pour un autre usage domestique. Donc on est déjà un petit peu dans une forme de réutilisation. Finalement, l'eau qu'on va utiliser à Paris, par exemple, a déjà été utilisée par la ville de Reims avec des eaux usées de la ville de Reims qu'on va retrouver dans la Seine et qui vont permettre d'approvisionner en eau domestique la ville de Paris. L'idée derrière la réutilisation, c'est de fermer un petit peu. Hop, pardon, j'ai oublié d'enlever. Excusez-moi. Je voulais enlever. Non. L'idée derrière la réutilisation, c'est de raccourcir ce cycle d'utilisation, et c'est-à-dire que du coup, suite à un traitement des eaux usées de cette première ville 1, de pouvoir réutiliser directement les eaux usées traitées pour d'autres usages, ici dans les schémas, pour de l'espace vert, pour l'agriculture, voire pour de l'industrie, ou alors dans le cas ici aussi à droite sur la recharge de nappe qui peut servir à l'alimentation en eau potable aussi de cette ville-là. Donc on a la volonté de réutiliser, de raccourcir ces cycles et que finalement, suite à des rejets et un traitement, de pouvoir réutiliser les eaux usées traitées pour d'autres usages. Je ne vais pas forcément parler aujourd'hui de la réutilisation des eaux grises. Donc là, on est encore à une autre échelle. J'en parle parce que souvent dans les ateliers que j'ai pu organiser, notamment pendant ma thèse, quand on organisait des réunions publiques sur la réutilisation des eaux usées traitées, il y a beaucoup de gens qui venaient pour avoir des informations, de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient réutiliser les eaux de leur maison ou de certains bâtiments pour pouvoir réutiliser leurs eaux usées. Quand on parle de réutilisation des eaux usées traitées, on est plutôt à l'échelle d'une commune, avec des eaux qui sont issues d'une station d'épuration, donc plutôt dans une démarche collective. À l'échelle d'un domicile, d'une maison, on va plutôt parler de réutilisation des eaux grises. C'est déjà des pratiques qui sont en cours. Donc les eaux grises, ça va être les eaux qui sortent des douches, des machines à laver, qu'on va stocker, certaines réutiliser, puis qu'on va chercher à réinjecter dans les toilettes ou alors pour d'autres usages, notamment les usages extérieurs comme le jardin. Il y a d'autres, là c'est plus spécifique pour des usages qui sont non pas qui sont pas pour la consommation humaine. Il y a des fois où le cycle permet aussi des cas un peu particuliers où on cherche à réutiliser aussi les eaux directement pour la consommation humaine. Est-ce que vous avez une idée de cas spécifiques où ça a lieu? Alors, un exemple très connu, c'est la station spatiale internationale. Un autre qui l'est un peu moins, c'est la station scientifique en Antarctique. 2 endroits où l'approvisionnement en eau est assez compliqué, où l'eau est une ressource encore plus rare que dans d'autres, dans certaines zones. Elle est en partie, ces 2 stations spatiales, stations antarctiques, sont en partie approvisionnées par des navettes cargo, mais la principale ressource en eau, elle revient directement du recyclage des eaux. Il y a 95% de l'eau qui est utilisée, qui est issue des urines, de la sueur et des autres eaux usées. Il y a notamment un astronaute américain, Scott Kelly, qui est parti dans le, 1 an dans l'espace, et qui avait indiqué avoir bu 730 litres d'eau issue de sa transpiration et de son urine pendant l'année qu'il avait pu passer dans l'espace. Donc là, on est sur des cas un petit peu particuliers où finalement, on va réutiliser directement les eaux consommées pour l'approvisionnement en eau potable. Sans passer par des stations d'épuration collectives, et ça, c'est des cas un peu particuliers, qui sont un peu plus connus. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de réutilisation des eaux usées traitées, si vous faites l'essai assez rapidement, on va entendre parler de Thomas Pesquet, par exemple, sur les recherches Google. Plus globalement, ce qu'on va chercher à faire finalement avec la réutilisation des eaux usées traitées, c'est à connecter une station d'épuration à un usage. Ici, dans la photo, un usage agricole. Sauf que cette connexion, elle ne peut pas se faire directement. La station d'épuration, elle est calibrée
limiter un impact environnemental par rapport à son rejet. Les normes d'assainissement correspondent au fait qu'on doive respecter des normes de limitation d'impact, par rapport à la qualité des eaux des rivières ou des masses d'eau. Il n'y a pas il y a pas nécessairement une réutilisation par la suite, alors que les normes de réutilisation ne sont pas les mêmes que les normes de rejet des stations d'épuration. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par un autre schéma. Et globalement, il y a 3 étapes complémentaires pour relier ces stations d'épuration à d'autres usages. Un traitement complémentaire. Ici, on est sur un traitement, par exemple, sur un projet à Roquefort-des-Corbières, qui est situé entre Narbonne et Perpignan, qui est un projet qui est porté par BRL. On est sur un projet d'irrigation de la vigne. Il y a 15 hectares qui sont irrigués. La station d'épuration de Corbières, de Roquefort-des-Corbières, ne permet pas d'avoir une qualité d'eau suffisante. Donc, il y a un traitement complémentaire qui a été apporté avec un filtre à sable et une désinfection UV pour pouvoir respecter les normes de réutilisation des eaux usées traitées. Deuxième passage un petit peu obligatoire, c'est d'avoir un espace de stockage. Une station d'épuration, elle va produire de l'eau constamment par rapport aux usages de la population. Ça ne correspond pas forcément aux usages agricoles, et il y a besoin d'avoir des zones tampons, des espaces tampons par du stockage, pour pouvoir stocker les eaux quand elles sont produites pour qu'elles soient à des fins agricoles. Et enfin, dernier passage, chez les réseaux. Dans des contextes urbains, les stations d'épuration ne sont pas forcément situées juste à côté des parcelles agricoles. Il y a besoin de canalisation, il y a besoin de réseaux pour apporter ces eaux-là jusqu'à la parcelle. Et puis, il y aura besoin aussi d'autres réseaux dans la parcelle pour pouvoir mettre en place les systèmes d'irrigation, que ce soit des systèmes d'irrigation par asperseur comme sur la photo, ou de micro-irrigation. Alors quelques usages, donc je vous l'ai dit, des usages agricoles, pour de l'irrigation, pour l'irrigation de parcelles agricoles, pour de la forêt, voire pour de l'aquaculture. On estime actuellement qu'il y a 4,5 millions d'hectares agricoles qui sont irrigués avec des eaux usées, qu'elles soient traitées ou non, à travers le monde. Ça représente environ 8% des surfaces irriguées mondiales qui seraient irriguées avec des eaux usées. Traitées ou non, c'est important. L'ensemble des pays ne sont pas forcément dotés de stations d'épuration ou de systèmes d'assainissement. Et on va avoir, par exemple, dans un certain nombre de cas, une réutilisation directe de rejets non traités, d'eau brute, sur des parcelles agricoles. Je viens de finir un projet, par exemple, au Sénégal, autour de Dakar, où on se rend compte qu'il y a des réutilisations qui sont faites pour du maraîchage d'eau brute dans cette zone-là. Et c'est actuellement plutôt une majorité des cas de réutilisation avec des eaux non traitées à l'échelle mondiale. Deuxième usage, c'est des usages industriels pour l'eau, pour des eaux de procédés, pour des eaux de nettoyage, le fait que l'eau soit aussi un fluide colporteur qu'on va utiliser avec l'objectif pour par exemple, là, c'est une photo de l'usine de phosphate au Maroc, où 30% des eaux usées de l'usine sont réutilisées et servent notamment au lavage en entrée de processus pour les phosphates, et ainsi de diminuer leur empreinte eau et les prélèvements en eau qu'ils peuvent avoir. Un troisième usage, ici avec une photo du golfe de Sainte-Maxime en région PACA. Donc c'est plutôt des usages récréatifs, les golfs, mais on a aussi certains plans d'eau. Il y a des projets de neige artificielle qui ont été développés aux États-Unis ou encore en Australie. Il y avait des projets qui n'ont pas pu être réalisés en France, mais il y a un certain nombre d'hôtels qui utilisent aussi pour l'irrigation de leurs espaces verts les eaux usées traitées directement de leurs infrastructures, ou alors encore pour le carénage pour les bateaux. D'autres usages sont plutôt des usages urbains, irrigation d'espaces verts, irrigation de stades. On va avoir différents types d'espaces verts aussi. Par exemple, à Oman, on va même irriguer les eaux usées, l'espace vert de la mosquée d'Oman avec les eaux usées traitées de la ville. On va les retrouver sur le nettoyage des rues. Le recyclage des eaux grises est organisé à grande échelle, par exemple, au Japon, dans la ville de Tokyo.
Un usage assez récurrent, c'est aussi, de nettoyer les réseaux, des stations d'épuration avec les eaux usées traitées. Des projets dans le sud de la France pour nettoyer les véhicules publics et les véhicules municipaux. Un certain nombre de projets, et là je vais revenir dans ma dernière partie, qui utilisent aussi l'eau, cette eau usée traitée, et là qui est traitée avec des principes d'osmose inverse. On va pousser les traitements pour aller jusqu'à de l'eau potable. C'est le cas notamment à Singapour. Et puis on va retrouver aussi des usages comme des bornes à incendie. Et enfin, dernière catégorie d'usages, qui sont plutôt les usages environnementaux. Il y a un certain nombre de nappes phréatiques, notamment, qui sont rechargées artificiellement à travers le monde, soit parce qu'elles sont surexploitées, et on va chercher justement à venir les réalimenter, ou des fois pour protéger certains aquifères côtiers qui rencontrent de fortes intrusions salines, et de pouvoir limiter ces intrusions salines en réinjectant des eaux usées traitées. C'est le cas notamment en Belgique, sur la côte de la Manche, où c'est une pratique qui est réalisée. Bien évidemment, dans certaines régions, et notamment les régions du sud, les stations d'épuration servent au soutien d'étiage des rivières. Dans ma thèse, j'ai travaillé sur la région dans le Luberon, sur deux rivières qui s'appelaient le Calavon et le Largue, qui sont des affluents de la Durance, elle-même affluent du Rhône. En été, le cours du Calavon et du Largue est avant tout constitué par le rejet des stations d'épuration. Sans station d'épuration et sans rejet, il n'y aurait absolument pas d'eau dans ces rivières, qui permettent aussi de maintenir une forme de biodiversité aussi. Et ça permet aussi de pouvoir alimenter certaines zones humides, dans certains cas, et de préserver certaines zones humides qui seraient en train de dépérir. Voilà quelques usages sur cette première partie. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réutiliser des eaux d'une station d'épuration pour d'utiliser des eaux usées qui sont traitées à différents niveaux de traitement en fonction de ces usages. On ne va pas forcément traiter de la même manière une eau de station d'épuration si elle sert à irriguer une forêt, ou si elle sert à l'approvisionnement en eau potable. Et donc là, il va y avoir tout un ajustement dans le type de traitement, dans le type de stockage qui va être nécessaire pour pouvoir alimenter de nouveaux usages. Alors, j'entre maintenant dans ma deuxième partie. Finalement, pourquoi est-ce qu'on a recours à ces eaux usées traitées? Heu Le premier intérêt, et l'intérêt un peu historique, c'est un intérêt agronomique. On se rend compte que la réutilisation des eaux usées traitées, c'est pas un concept qui est du tout nouveau. Depuis la préhistoire, les civilisations, elles utilisent les eaux usées domestiques dans l'agriculture. Il y a des traces de réseaux d'égouts qui ont été trouvés à l'âge de bronze, dans la civilisation minoenne, notamment sur l'île de Crète. Donc là, c'est des photos que vous avez sur le palais de Phaïstos, en Crète, où il y avait déjà des systèmes d'évacuation qui acheminaient les eaux usées de latrines publiques vers des terres agricoles environnantes, et les eaux usées qui étaient utilisées notamment comme engrais pour ces cultures. Et on retrouve des systèmes similaires dans un certain nombre de civilisations anciennes, en Grèce antique, dans l'Empire romain, en Chine, ou encore chez les Aztèques. Au milieu de l'époque médiévale, les enjeux sanitaires deviennent un petit peu plus redeviennent. Ça a été abandonné pendant toute la partie médiévale, et puis ça redevient une priorité, ces eaux usées traitées, notamment suite à un certain nombre d'épidémies meurtrières. On estime qu'il y a 25% de la population européenne qui serait morte des causes du choléra, de la peste ou d'autres maladies d'origine hydrique sur cette période médiévale. Et à partir du XVIe siècle, l'assainissement va se développer, avec notamment des fermes d'assainissement, des fermes d'épuration, qui assurent l'évacuation des effluents, donc plutôt pour un enjeu sanitaire, mais aussi pour cet intérêt agronomique, avec une utilisation directe sur des parcelles agricoles avoisinantes. Et là, vous avez par exemple une carte qui date de 1908, autour de Paris. À cette époque-là, il y avait plus de 5000 hectares qui étaient irrigués avec les eaux usées traitées, qui étaient issues de différentes stations d'épuration dans la banlieue parisienne.
Donc, premier intérêt de pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces eaux usées traitées, c'était l'intérêt agronomique de pouvoir utiliser les fertilisants qu'on va retrouver dans ces eaux qui étaient à l'époque en plus brutes, heu, ou faiblement épurées, là, si on parle de 1908, pour pouvoir, garantir une production agricole. Deuxième enjeu qui est autour de ces enjeux, donc j'en ai un petit peu parlé déjà, de ces enjeux sanitaires, mais finalement l'intérêt de pouvoir, la réutilisation des eaux usées traitées permettait aussi d'évacuer les eaux et plutôt que de les remettre directement dans certaines rivières qui étaient, à la fois, utilisées par des populations, mais aussi par la biodiversité, finalement d'utiliser les sols pour pouvoir épurer ces eaux qu'on n'arrivait pas forcément à épurer. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport de l'UNESCO qui est en 2017 qui estime qu'il y a aujourd'hui 80% des eaux usées traitées, des eaux usées qui sont relâchées dans l'environnement sans traitement. Donc je fais le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a davantage d'eau qui sont réutilisées, ces eaux étant non traitées. Il y a plus d'eau usée non traitée qui sont réutilisées que d'eau usée traitée. Et d'ailleurs, certains projets en France, notamment dans les années 80, il y a beaucoup de forêts méditerranéennes. Là, c'est une photo de Opet dans le Vaucluse, mais il y a aussi des projets historiques près de à Restinclières, dans l'Hérault, pas très loin de Montpellier, ou alors pas très loin à Cerbère, à la frontière avec l'Espagne, pas très loin de Perpignan, où finalement on n'était pas satisfait de la qualité des eaux qui sortaient des stations d'épuration et avec des projets d'irrigation de forêt pour utiliser du coup un traitement complémentaire par le sol et par ces arbres pour éviter de polluer les ressources en eau avoisinantes. Et enfin, troisième intérêt, donc intérêt agronomique, intérêt environnemental et sanitaire, donc plutôt qualitatif. Et un dernier intérêt sur pourquoi est-ce qu'on parle de réutilisation des eaux usées traitées, c'est l'intérêt quantitatif. On estime aujourd'hui, il y a des études là, de Mekonnen et Hoekstra qui estiment que 2 tiers de la population mondiale vivent dans des conditions de pénurie d'eau au moins un mois par an. Donc là, avec les zones qui sont effectivement plutôt en rouge foncé, qui sont les zones où on a des zones de stress hydrique importantes. À côté, je vous ai mis la carte de France de cet été au 30 août, où on voit que la France cet été était aussi dans ces conditions de pénurie d'eau avec des restrictions d'usage assez importantes. Euh, des restrictions d'usage qui concernent principalement l'agriculture, avec dans ces cas-là d'irrigation qui est limitée, voire interdite pendant certaines semaines, et des alternatives qui sont recherchées, comme notamment la réutilisation des eaux usées traitées. Donc c'est dans ces zones-là, on se rend compte que le stress hydrique est un moteur important aussi du développement de la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a notamment une étude qui est sortie en 2016 qui montre là où il y a eu les plus importantes, les indices de stress hydrique, donc c'est mon axe sur le bas, l'indice de stress hydrique, et à gauche plutôt l'usage de la réutilisation des eaux usées traitées. Et on constate que des pays comme Israël, Singapour, le Koweït, finalement, l'endroit où la réutilisation des eaux usées traitées est la plus développée sont avant tout dans les zones où on subit le plus fort manque d'eau euh, et les sécheresses les plus importantes. Et finalement, c'est aussi développé parce qu'on cherche à combler un gap avec une estimation de la FAO, où on estime qu'entre les usages actuels et les usages à venir en 2030, sur l'eau disponible, que ce soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, il y a un gap à combler de 40%. Et cette eau-là, il faut aller la chercher. Donc, soit on va la chercher en diminuant les consommations d'eau, mais on a une augmentation assez forte des demandes en eau, donc essayer de jouer sur la demande ou d'essayer de jouer sur l'offre. Et une capacité pour aller jouer sur l'offre, c'est effectivement d'aller chercher d'autres eaux qu'on va considérer comme non conventionnelles, comme la réutilisation des eaux usées traitées, comme éventuellement aussi le dessalement, qui sont considérées comme étant des eaux non conventionnelles pour essayer de combler ce gap.
Donc je reviens sur ces 3 intérêts: agronomique, sur la valorisation des nutriments pour l'irrigation qui, dans certains cas, permet d'économiser des fertilisants azotés ou phosphatés. Un intérêt quantitatif pour réduire la pression sur les ressources en eau conventionnelles, de limiter les prélèvements sur les eaux de surface en substituant avec ces eaux usées traitées. Heu, Dans certains cas, ça permet d'éviter de tomber sous les coups d'arrêtés sécheresse parce que les arrêtés sécheresse interdisent les prélèvements dans les rivières. L'intérêt, notamment dans les pourtours méditerranéens, c'est qu'on a des surplus de population en été, avec une production du coup d'eau usée traitée plus importante en été, et une eau usée traitée qui est disponible et qui correspond pas, qui n'est pas qui n'est pas soumise à ces arrêtés sécheresse. Et le dernier sur les enjeux qualitatifs, de pouvoir, avoir un traitement complémentaire, du sol, de la plante, pour pouvoir aussi, pour pouvoir améliorer la situation de certaines masses d'eau. Alors, c'est pas non plus la panacée, la réutilisation des eaux usées traitées, tout est pas rose. Il y a aussi des inconvénients importants, ou des contraintes ou en tout cas des points d'attention à prendre en compte. Heu, le premier, c'est, d'ordre sanitaire. Là, je vous montre en haut à gauche, une photo qui est prise sur un périmètre irrigué en Tunisie. C'est des eaux usées, à peu près traitées qu'on retrouve à côté. Là, il y a des enjeux forts, de santé publique, des enjeux importants par rapport à la contamination, éventuelle des consommateurs, mais aussi des acteurs qui vont manipuler ces eaux-là, avec des risques bactériens, des risques parasitaires, des risques viraux, qu'il faut prendre en compte. Donc des contraintes, des contaminations potentielles microbiologiques, mais aussi des contaminations physico-chimiques en fonction de la qualité des eaux qui vont ressortir, des risques d'avoir des métaux lourds, des risques de pesticides, voire de traces de médicaments. Donc là, il y a encore un certain nombre de recherches qui sont en cours pour pouvoir évaluer ces risques-là, mais on se rend compte de l'importance d'avoir des traitements où il y a une autre approche qui est l'approche plutôt développée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de dire, d'essayer, on ne peut pas dans tous les pays avoir des qualités d'eau en sortie de station d'épuration qui sont complètement satisfaisantes, parce que c'est des traitements tertiaires qui sont assez coûteux. Et du coup, on va essayer d'avoir plutôt ce qu'ils vont considérer, qu'ils vont qualifier d'approche multibarrière. Donc, on va essayer d'additionner différentes barrières. Le traitement à la station d'épuration, c'est une barrière. Le fait que les agriculteurs se protègent quand ils manipulent ces eaux-là, c'est une barrière. Le fait d'éventuellement de cuire les produits qui vont être irrigués avec des eaux usées traitées, c'est une autre barrière. Donc, d'essayer d'identifier ces barrières-là. La difficulté, c'est de contrôler ensuite ces barrières. C'est plus facile de contrôler des barrières à la station d'épuration que de contrôler plusieurs barrières. On voit bien là que normalement, dans les normes tunisiennes, c'est obligatoire de, d'avoir des gants, par exemple, ou un masque pour manipuler les eaux. Cet agriculteur-là, c'est pas du tout le cas. J'ai pas la photo d'avant où on le voit manipuler directement les vannes, où il a les mains dedans. Les conditions sanitaires sont pas optimales. Deuxième, heu, 2e point, une contrainte qui est importante, c'est le coût économique. Heu, Là, on est sur la photo en bas à gauche, sur le golfe de Agde, qui a été, où on a un coût important de traitement complémentaire. Il y a un coût important de stockage. Là, on a un stockage de 1 650 m3 d'eau pour pouvoir, irriguer le golfe d'Agde. Il y a un coût aussi très important pour justement limiter les enjeux de qualité. Les enjeux sanitaires, limiter les risques sanitaires, c'est le suivi et le contrôle, de suivre constamment la qualité de ces eaux-là, et le coût des analyses, c'est un coût qui est important. Par exemple, le golfe d'Agde, là, c'est un coût de 5,5 millions, qui est financé à 80 par les agences de l'eau. Mais la ville d'Agde en tant que telle n'aurait pas eu les moyens de mettre en place ce système de réutilisation des eaux usées traitées. L'agence de l'eau, elle, a accepté de le financer à hauteur de 80 parce qu'il y avait un enjeu de substitution. Historiquement, le golfe d'Agde était irrigué avec de l'eau potable. Donc ils ont arrêté cette irrigation avec l'eau potable pour préserver la ressource en eau et d'utiliser du coup ces eaux usées traitées de la ville, avec en plus, comme je le disais tout à l'heure, un effet touristique assez important.
3e contrainte, ça c'est un dessin qui est sorti des journaux aux États-Unis, c'est plutôt les questions d'acceptabilité sociale. Donc là, il y a eu toute une polémique au moment d'un projet sur les côtes californiennes, où on considérait finalement qu'on allait boire directement l'eau des toilettes, et avec une réticence assez importante de la population pour que ce type de projet n'ait pas lieu. Donc contraintes sanitaires, contraintes économiques, contraintes sociales liées à l'acceptabilité sociale, et dernière contrainte importante, ce qui est la contrainte environnementale. Comme je l'ai pu le montrer sur ce premier schéma à gauche, les eaux, une fois qu'elles sont traitées, elles ne sont pas complètement perdues, elles retournent en rivière. Cette eau-là, elle va servir à d'autres usages. Là, c'est une ville qui va plus en aval prélever dedans. Il y a des usages agricoles qui vont aussi prélever dedans. Il n'y a pas de perte d'eau. Et finalement, cette eau de station d'épuration, elle va aussi servir à d'autres usages. Elle sert notamment au soutien des tillages, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est important de bien prendre ça en considération. Fort d'avoir de la réutilisation des eaux usées traitées en zone côtière où finalement l'eau va partir dans la mer et elle est considérée comme davantage perdue que dans les terres où finalement cette eau-là, elle va soit se réinfiltrer, soit repartir dans des masses d'eau qui vont servir elles-mêmes à d'autres usages via des canaux naturels tels que les rivières. Donc, par exemple, dans le Luberon, la réutilisation finalement ne pouvait pas se développer, notamment par rapport à des règles de contraintes d'étiage avec les stations d'épuration qui devaient délivrer une certaine quantité d'eau dans les rivières et qui empêchaient toute réutilisation des eaux usées traitées. Je voulais juste je vais passer rapidement là-dessus, dire qu'il y a quand même une réglementation. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ces eaux-là. Et la réglementation française, elle a des catégories A, B, C, D. C'est la même chose pour une réglementation européenne qui est sortie en 2020 et qui rentre en pratique, qui est mise en œuvre en application en 2022. Où du coup, selon les différents paramètres, on a une qualité d'eau qui va être considérée comme A, B, C ou D. Et en fonction de cette qualité d'eau, on a le droit à différents usages. Qualité A, on a le droit de faire à peu près tout. Qualité D, on est très très limité sur sur les usages qu'on peut avoir de cette eau. Et c'est pas le deuxième partie, mais c'est bien la troisième partie. Je vais terminer par ça pour avoir garder beaucoup de temps d'échange aussi avec vous sur quelques exemples. Donc à l'échelle mondiale, voilà les localisations de projets de réutilisation des eaux usées traitées. On voit qu'il y a un certain nombre de sites, notamment l'Amérique latine, l'Afrique, qui ne sont pas forcément concernés. On a une forte concentration en Amérique, en Europe, en Asie, et puis partiellement autour d'Afrique du Sud et des côtes australiennes. Je voulais revenir sur quelques exemples qui sont un peu emblématiques, sur quelques-uns de ces petits points qu'on voit à l'écran. Le premier qui est Windhoek, en Namibie. Windhoek, c'est la capitale namibienne qui est située dans le sud de la Namibie, c'est au sud de l'Afrique, juste au-dessus de l'Afrique du Sud. C'est le premier cas de réutilisation des eaux usées traitées pour de l'eau potable. Et cette station d'épuration, donc, elle alimente directement les stations de potabilisation de la ville. Elle a été mise en œuvre dès 1969 et pour faire face justement à des enjeux de pénurie d'eau. La ville se développant avait des grosses difficultés d'approvisionnement en eau pour la population et a décidé dès 1969 de réutiliser ces eaux usées traitées directement pour l'approvisionnement en eau potable des habitants de la ville de Windhoek. Autre exemple un peu emblématique sur l'utilisation des eaux usées traitées pour l'eau potable, c'est à Singapour, à nouveau sur des enjeux liés à la sécheresse.
liés au manque d'eau, mais là, plutôt liés à des enjeux géopolitiques. Singapour dépendait fortement de la Malaisie, pour son approvisionnement en eau, et la Malaisie a commencé à mettre en avant des pressions diplomatiques et d'utiliser l'eau comme un moyen de pression vis-à-vis de Singapour, et Singapour a décidé d'être indépendant dans son approvisionnement, et une manière de l'être, ils ont développé le dessalement, mais aussi la réutilisation des eaux usées traitées. Et là, en ayant tous les codes des grands, finalement des eaux minérales, ils ont créé une marque qui s'appelle la New Water. Ils ont créé un centre d'exposition pour visiter ce centre de la New Water, créer des bouteilles, tout un packaging marketing pour pouvoir vendre, entre guillemets, et faire accepter cette eau-là aux habitants de Singapour. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la côte californienne avec ce petit schéma, avec les gens qui étaient finalement très opposés à la réutilisation des eaux usées traitées. Là, on voit l'évolution entre 1991 et 2020 de l'approvisionnement en eau de la ville de San Diego. Ce qui est intéressant, à retenir de ce message-là, c'est que la réutilisation des eaux usées traitées, on le voit en 2020, commence à se développer. La réutilisation des eaux usées traitées, c'est le gris foncé. Donc en 2013, ça représente 4%, en 2020, ça représente 6%. Et on se rend compte que c'est pas la solution à tous les problèmes. Ça fait partie d'un package de solutions, mais c'est pas la réutilisation des eaux usées traitées seule qui va résoudre l'ensemble des problèmes de sécheresse et d'accès à l'eau à travers le monde. C'est une alternative complémentaire à d'autres, qui peut être mis en avant, mais c'est jamais la solution miracle. Je vais quand même parler un peu de Tunisie aussi. La Tunisie qui est remarquée avec un premier projet agricole qui date dès de ce 1965, mais qui est surtout connu parce que c'est le premier pays à avoir mis en place une réglementation pour structurer et encadrer justement les pratiques de réutilisation des eaux usées traitées. Réglementation qui date de 1985. Pour avoir un ordre d'idée, en France, la première réglementation, elle date de 2014. Donc on voit là aussi l'importance pour les Tunisiens, face à la sécheresse, d'avoir recours à ce type de pratique, alors qu'en France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Si vous avez fait un peu attention à ce que je disais aussi par rapport aux dates, en France, je dis 2014, alors que les premiers projets sont sortis en 1980, notamment Porquerolles ou les cas des forêts que je vous ai montré tout à l'heure. Intéressant de voir que finalement, les premiers projets sont sortis aussi avant la réglementation, dans le cas français. En Europe aussi, on utilise les eaux usées traitées. Finalement, c'est assez faible pourcentage des effluents. On estime qu'il y a 2,4% des effluents, des eaux usées traitées qui sont réutilisés, avec une forte disparité entre différents pays. La côte méditerranéenne est assez fortement représentée. On a par exemple à Chypre 90% des eaux usées traitées qui sont réutilisées, 60% dans le cas de Malte, 12% en Espagne, 8% en Grèce, ou encore 5% en Italie. En France, on est très loin de ces chiffres-là, donc 5% pour la Grèce. En France, il y a une étude du CEREMA qui a recensé 58 projets actuellement en cours de fonctionnement. 60% concernent l'agriculture, 26% concernent les golfs, d'autres sont plutôt les 4% restants sont sur des enjeux, 14% restants sont sur des enjeux plutôt environnementaux, et ça concerne uniquement 0,5% des stations d'épuration françaises. Donc il n'y a que 0,5% il y a environ 21 000 stations d'épuration en France. Il n'y en a que 0,5% qui ont des projets de réutilisation des eaux usées traitées. Et c'est intéressant. Donc, je vous disais, au début, il y a eu des enjeux qualitatifs par rapport à cette utilisation, de dire, bah, en France, on a quelques projets qui se sont développés parce que les stations d'épuration ne permettaient pas d'avoir une qualité suffisante pour protéger les milieux. Donc, on cherchait à réutiliser ces eaux-là pour des forêts. Mais les premiers projets, les projets emblématiques, ils concernent surtout les îles. Donc là, une photo de Porquerolles à gauche, l'île de Noirmoutier, ou là, une photo de l'île de Ré, où on est, par exemple, dans le cas de Noirmoutier, dans le cas de Porquerolles, un projet qui date de 1980, où l'eau est acheminée par bateau depuis Toulon, y compris pour l'eau agricole, avec une station d'épuration qui, elle, se déversait directement dans la mer. Donc le coût de cette eau qui servait à l'irrigation de vergers sur l'île de Porquerolles était
beaucoup trop important et ils ont décidé dans les années 80 plutôt que de rejeter, d'approvisionner d'approvisionner l'île en bateau, de réutiliser le rejet de la station d'épuration pour irriguer ces vergers ornementaux de l'île de Porquerolles. Noirmoutier, c'est un cas aussi emblématique. On parle d'acceptabilité sociale, beaucoup en France avec une forme de ouais, des gens ont un peu les opérateurs en tout cas ont un peu peur de se lancer dans ces projets-là. Il faut savoir que la pomme de terre la plus chère de France, la pomme de terre de Noirmoutier est irriguée depuis les années 80 avec des eaux usées traitées. Je ne sais pas si c'est ce qui lui donne son petit goût si caractéristique, mais en tout cas, les producteurs se tardent bien de communiquer sur l'origine des eaux. Ça n'empêche pas pour autant d'avoir un produit de qualité qui lui-même est contrôlé. Voilà un petit peu, j'ai fini mon panorama et mon diaporama, pour essayer de vous représenter, les origines l'origine de ces eaux-là. Pourquoi on parle de réutilisation des eaux usées traitées? Quel est l'intérêt? Un petit tour d'exemple. Je sais pas si je pense que c'est, effectivement une solution d'avenir. Je pense pas que ce sera la solution d'avenir toute seule. On voit bien dans la présentation que c'est pas une solution nouvelle. On a recours aux eaux usées traitées depuis un certain temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas la faire n'importe où et à n'importe quelle condition. Il y a effectivement des contraintes et notamment des contraintes sanitaires qu'il faudra bien respecter. Si on parle en France, qu'est-ce qui, parmi les freins un petit peu au développement de la réutilisation des eaux usées traitées, qu'est-ce qui intervient majoritairement? Le frein principal en France, ça reste il y a beaucoup de personnes qui parlent de problèmes réglementaires, que la réglementation impose beaucoup de normes qui rendent du coup la réutilisation pas attractive et pas intéressante économiquement. Quand bien souvent on va faire des comparaisons, on va faire ce qu'on appelle des analyses coûts-bénéfices. Donc on va regarder différentes alternatives d'accès à l'eau. On va comparer un transfert d'eau, des forages profonds par exemple, et la réutilisation des eaux usées traitées. On va comparer l'analyse des coûts et des bénéfices. Et puis financièrement, on se rend compte que la réutilisation est souvent pas intéressante. Parce qu'on a des normes assez strictes par rapport aux qualités des rejets. Et souvent, ce qui est aussi un peu bloquant, c'est c'est le coût qu'il y a par rapport au suivi et aux analyses qui sont imposées. Il y a certains projets, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a des mesures pour les 6 premiers mois, c'est tous les 15 jours, puis tous les mois, puis tous les 6 mois. Donc le coût d'analyse est actuellement extrêmement rédhibitif pour pouvoir développer la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a un autre aspect, c'est que c'est pas forcément une solution qui est connue. On commence à en parler, mais c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement connu non plus en France. Et il y a aussi une grosse interrogation de la part des agriculteurs où il y a assez peu aujourd'hui, par exemple, sur les labels bio ou les filières, il y a assez peu de filières qui se sont positionnées pour savoir ce qu'allait devenir la réutilisation des eaux usées traitées. Donc des agriculteurs qui disent, bah, si moi je m'engage aujourd'hui et que demain mon label rouge m'interdit de réutiliser les eaux usées traitées, je vais perdre mes investissements. Idem, qu'est-ce qui va se passer demain avec mon cahier des charges sur un AOP de certaines vignes, ou encore les labels bio, où aujourd'hui les labels bio imposent des réglementations par rapport à la qualité des eaux, mais il n'y a pas d'obligation sur l'origine des eaux. Si demain ça change, il y a certains agriculteurs qui se seraient engagés dans cette démarche-là, qui du coup sont un peu frileux de se dire si les règles du jeu par rapport aux filières changent, on va se retrouver bloqué. Donc je dirais principalement plutôt un enjeu économique qui est lié aux contraintes réglementaires, et une question aussi un peu de filière des acteurs qui rechignent à s'engager dans ces pratiques-là, faute de vision un peu claire de ce que va devenir ce marché. Alors, ma question, c'est est-ce que vous êtes financé et comment vous avez créé toutes ces entreprises-là et est-ce que vous êtes financé par l'État ou c'est à votre charge ou il y a des gains, des pertes et voilà.
Alors là, c'est une question personnelle, moi, c'est ça? Oui. Ouais, ça va. Alors non, je suis pas financé aujourd'hui. J'ai pas de gain, pas de perte, à part le plaisir de partager ce que j'ai appris pendant ma thèse. Par rapport au projet de voyage, si c'était aussi le sens un peu de la question de comment est-ce qu'on avait monté le projet. En dernière année d'école, on a passé beaucoup de temps à monter une association, beaucoup de temps à chercher des financements. Et au final, le voyage a pu se faire avec un tiers de financement extérieur de l'agence de l'eau à Dour, de l'agence de l'eau Artois-Picardie. On était basé à Lille à ce moment-là. D'entreprises type Columbia qui nous ont fourni des vêtements, du Rotary qui travaillait sur ces enjeux d'eau et de paix. Un tiers de financement de proches et de famille et un tiers de financement en propre où on a travaillé sur des inventaires, des choses comme ça pour pouvoir se payer tout ça, sachant qu'on a aussi, pour donner une idée, le budget total pour deux pendant 18 mois, tout compris, c'était 25 000 euros. Donc billets d'avion, caméra, ordinateur, etc. Et tout ça, c'est aussi fait avec beaucoup de stop, de couchsurfing, qui nous a permis de réduire un petit peu les budgets. Ensuite, sur la création d'entreprise, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui existent en France. On a pu bénéficier de ce qui s'appelle de mécanismes d'incubateur. Donc, c'est des mécanismes qui sont financés. Dans notre cas, c'était financé par la région la région Nord, pardon, Nord-Pas-de-Calais, et qui nous a permis d'avoir des bureaux, nous a permis de pouvoir aussi avoir des petits revenus pour nous dédier complètement à la création de cette entreprise. Après, c'était pas forcément évident de vivre tous les deux de cette entreprise. Et en fait, mon épouse a quitté l'entreprise au bout de 2 ans et moi, j'ai continué tout seul. Parce que effectivement, de se financer à deux sur une entreprise, c'était pas forcément facile. Voilà. Et après, sur le financement, la thèse CIFRE, avec le fait d'être à une collaboration entre une entreprise et un laboratoire de recherche, était une bonne manière de financer mon doctorat. Donc, j'ai été payé en tant que salarié pendant mon doctorat. Alors, ma question, c'est est-ce que vous ne craignez pas que la réutilisation de l'eau sert parfois de prétexte pour ne pas directement diminuer notre consommation? C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que la réutilisation de l'eau devienne ce qu'on appelle du greenwashing pour les entreprises? Je pense pas que ça viendra du greenwashing. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui la mettent en avant dans leur rapport de développement durable, pour montrer les efforts qu'elles font, pour diminuer, leur empreinte eau. Il y a tout un concept qui s'appelle, le Good Water Stewardship, où les entreprises vont chercher à être des bons stewards, pour diminuer la consommation d'eau de leur usine et de l'ensemble de leur chaîne de production. Donc, je vous invite à aller voir, à explorer un petit peu ce contexte, ce concept-là. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a un risque d'avoir toujours un peu une fuite en avant. Finalement, on a des difficultés d'approvisionnement en eau. On va d'abord chercher à toujours travailler sur l'offre et aller chercher de l'eau en plus sans questionner les comportements qu'on va avoir par rapport au comment diminuer nos consommations avant d'aller chercher potentiellement d'autres alternatives. On se rend compte malgré tout que le coût de ces alternatives est quand même un peu rédhibitoire. Notamment, enfin, si on parle d'eau non conventionnelle, la réutilisation des eaux usées traitées, le dessalement, c'est des pratiques qui ont un certain coût énergétique. Quand on voit l'envolée du coût de l'énergie actuellement, il y a aussi un intérêt, à mon avis, pour les collectivités, pour les entreprises, à d'abord réfléchir à comment diminuer leur consommation avant de constamment aller chercher d'autres alternatives pour augmenter l'offre. Dans les eaux usées des steppes, il y a en fait le fait qu'il y a certains effluents, certaines matières dans les effluents qu'on ne peut pas retraiter, comme les médicaments ou des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de réutiliser cette eau comme eau potable ou comme eau d'irrigation? Si, il y a un risque. Ce risque, il est en cours d'analyse, parce qu'il y a finalement, on identifie aussi ce risque-là parce que les pratiques de détection sont de plus en plus poussées. Mais il existe donc plusieurs réponses à ça. Oui,
c'est sûr. Des travaux qui ont été menés par des chercheurs d'INRAE, justement dans le sud, à côté de Montpellier, un site qui s'appelle Murviel, où ils ont essayé de voir l'impact si on retrouvait les traces des médicaments dans les plantes. Et notamment, ils ont testé sur des salades, sur des artichauts. Première chose, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont dû doper la quantité de produits médicamenteux pour pouvoir être capables de les voir dans les plantes. En utilisant uniquement les rejets, ils n'étaient pas capables de les suivre dans les plantes. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas suffisamment de produits médicamenteux dans les eaux usées traitées pour être capable de voir comment elles étaient ingurgitées ou pas dans les plantes. Il y avait différents types de réactions. Certains produits étaient complètement absorbés par les plantes. Donc, on ne les retrouvait pas forcément dans les achats, dans les produits finaux. Et avec aussi une mesure qui était, ils se sont rendus compte, j'ai plus les chiffres exacts, mais si finalement le pourcentage de paracétamol, par exemple, qu'ils avaient retrouvé dans les salades en dopant la quantité de rejets médicamenteux, c'était l'équivalent. Si on mangeait une salade par jour, il fallait à peu près 10 ans pour avoir l'équivalent d'un comprimé de 500 grammes de Doliprane. Donc oui, on retrouve ces traces-là en faible dose. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un risque? Je n'ai pas la réponse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on les retrouve dans les eaux usées traitées, donc on les retrouve dans les pratiques de réutilisation des eaux usées traitées, mais on les retrouve aussi pour n'importe quelle pratique agricole d'agriculteurs qui vont prélever les eaux dans les eaux dans les rivières et qui, eux, ne suivent pas nécessairement la qualité des eaux qu'ils utilisent. Et il y avait notamment des projets dans le sud de la France, à côté de Narbonne, à nouveau, à Gruissant, un projet qui s'appelle Smart Fertile Reuse, où eux, les agriculteurs locaux, avaient bâti toute leur communication là-dessus en disant nous, au moins, on est capable de vous assurer la qualité des eaux qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation pour les agriculteurs de vérifier. La DRAF le fait un petit peu, mais il y a assez peu de vérification sur la qualité des eaux agricoles. Donc oui, il y a un risque, mais le risque, il est global, il est pour tout le monde, il n'est pas uniquement pour la réutilisation des eaux usées traitées. Bonjour, j'avais aussi une question qui rejoint en fait la première question qu'on vous a posée par rapport à la réutilisation des effluents. Donc on a vu qu'en France, il y avait beaucoup de normes qui empêchaient, qui limitaient cette réutilisation. Par contre, au Chypre, par exemple, on a pu voir qu'il y a 90% des effluents qui sont réutilisés. Donc je voulais savoir en fait ce qui explique ce chiffre bien différent du nôtre. Donc, s'il y a plus de normes et s'il y a moins de normes, justement, et si effectivement il y a moins de normes, est-ce que c'est une bonne chose par rapport à la sécurité sanitaire liée à la réutilisation de ces eaux usées? Alors, la situation hydrique, elle n'est pas du tout la même à Chypre qu'en France. Donc, il y a notamment eu là, pas des normes, mais des politiques qui ont cherché à développer la réutilisation des eaux usées traitées. C'est le cas aussi, par exemple, en Espagne. Il est interdit d'irriguer dans ces pays-là des golfs, par exemple, avec une autre eau que l'eau usée traitée. Donc, il y a déjà des politiques qui imposent un certain nombre de choses pour réduire la consommation d'eau et du coup de favoriser dans ces cas-là la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, les normes, il se trouve qu'il y a une norme européenne qui va harmoniser tout, qui harmonise depuis 2020 l'ensemble des pratiques. Donc, les contraintes réglementaires, elles sont à peu près les mêmes à Chypre ou en France. La différence, elle vient surtout du besoin d'eau. Malgré tout, en France, on a encore la chance de ne pas avoir besoin d'avoir recours à cette ressource-là. Ce qui va être assez paradoxal, c'est qu'on se rend compte que les zones où la réutilisation se développe le plus, ce n'est pas forcément les zones méditerranéennes, comme on pourrait le croire. Ça reste des petits projets. Aujourd'hui, les projets de plus grosse envergure, notamment, il y a un projet en cours qui est lié de réutilisation des eaux usées traitées pour de l'eau potable en France, qui se tient en Vendée. Parce qu'on a des zones où finalement on n'a pas forcément beaucoup de ressources disponibles, on n'a pas forcément beaucoup d'infrastructures pour stocker ces eaux-là. Dans un contexte social où ça devient compliqué de construire des grands projets. Toute la région PACA est équipée avec des grands barrages, avec des canaux. Ces infrastructures, elles ne sont pas mises en place dans d'autres zones qui avaient l'habitude d'avoir des pluviométries importantes. La Vendée, aujourd'hui, est en train d'avoir recours à la réutilisation, est en train d'explorer la possibilité d'utiliser les eaux usées traitées pour l'eau potable parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. La ville de Lille, la région lilloise, historiquement, 90% de l'irrigation se fait par de l'eau pluviale. Avec une baisse de la pluviométrie, les agriculteurs commencent à aller taper dans les nappes
elles servent elles-mêmes à l'utilisation de l'eau domestique, où là, on voit qu'il y a des tensions d'usage qui amènent les gens à se poser la question de la réutilisation des eaux usées traitées dans des zones où on ne penserait pas forcément que c'est des zones où on manque d'eau. Donc, le premier driver et le premier frein, pourquoi c'est plus développé finalement à Chypre qu'en France? Oui, il y a une contrainte réglementaire, mais finalement, elle est la même, mais il y a un besoin d'avoir accès à l'eau qui est beaucoup plus fort à Chypre qu'en France, qui explique aussi ces différences d'utilisation. Vous avez dit que la réutilisation de ces eaux, c'était une possibilité, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Enfin, c'est quoi les autres alternatives? Les autres alternatives, elles sont... ça peut être effectivement, dès la première, ça va être de pouvoir réduire les consommations. De réduire les consommations domestiques, ça peut aller en essayant de limiter la fuite dans les réseaux. Ça peut être de faire en sorte qu'on consomme aussi moins d'eau, qu'on ait recours à l'utilisation du matériel qui consomme moins d'eau, comme le matériel qu'on peut mettre directement sur les goûteurs, des douches moins longues, etc., etc. De modifier éventuellement le type d'espace vert qu'on a dans certaines villes. Il y a des villes dans le sud de la France où ils arrêtent complètement d'irriguer, ils changent les espaces verts urbains parce que faute d'eau, et c'était le cas par exemple dans une ville comme Fort-Calquier dans le Luberon, là où j'avais fait la thèse. Il y a des enjeux assez forts de diminution d'eau aussi dans les pratiques agricoles. Là, il y a des choses qui peuvent être faites sur de la micro-irrigation, il y a des choses qui peuvent être faites sur l'utilisation de tensiomètres pour pouvoir mieux mesurer la quantité d'eau nécessaire à quel moment. Il y a aussi des choses qui peuvent être faites à des échelles industrielles. Donc là, un gros volet de solutions qui existe pour diminuer la consommation. Et après, il y a effectivement d'autres alternatives qui sont liées à l'offre. Donc la réutilisation des eaux usées traitées, les eaux pluviales, le dessalement, de pouvoir éventuellement aller sur des forages. Mais après, c'est de savoir encore une fois quels sont besoin d'avoir un équilibre. Il y a des forages qui commencent à se faire. Depuis cet été en France, on a commencé à les forer dans les nappes fossiles. Donc les nappes fossiles, c'est ces nappes qui ne peuvent pas se renouveler. Donc ça veut dire qu'on est en train de taper dans notre capital d'eau non renouvelable. Donc ça peut permettre de faire passer certaines crises, et ce recours à ces eaux fossiles peut être nécessaire. Après, il ne faut effectivement pas que ça devienne une norme. Donc à mon avis, la meilleure alternative, c'est avant tout de repenser notre équilibre usage-ressources et de faire en sorte qu'il soit le plus proche de l'équilibre possible, en jouant et sur l'offre et sur les consommations. Bravo!